y a certaines questions. Ok. Donc, le micro se balade. Oui, oui. Bonsoir Jean, bonsoir Kokouli, bonsoir tout le monde. Je suis vraiment désolé parce que je n'ai pas encore lu la pièce, donc je ne sais pas si ma question va être assez pertinente. Mais d'après ce que j'ai pu entendre des propos de Kokouli et de ce que je voudrais rebondir sur la question de Togoata par rapport au titre de l'autre bord. Mais je voudrais quand même déjà préciser une chose, c'est que, comment dire, il y a en gros, c'est le mot de Togoata, c'est la bipolarité en quelque sorte. Il y a ceux qui sont ici et qui disent que ça, ils sont de l'autre bord. Mais il y a des sociétés ou des pays dans le monde où il n'y a pas cela, où qu'on soit, j'allais dire à gauche ou à droite, on agit pour l'intérêt collectif. C'est juste qu'on est peut-être plus compétent qu'un tel autre, ou on a trop duré et qu'on doit remplacer, ou qu'on voudrait faire l'accent plutôt dans ce sens que l'autre. Mais l'objectif de la boussole, c'est l'intérêt général, que tout le monde respecte. Et dans ces pays-là, bon, je peux le dire comme en Allemagne ou en Europe du Nord, il n'y a pas question de l'autre bord. Donc ce qui veut dire comme conclusion que la question de l'autre bord, c'est la question dans des sociétés où la chose n'est pas juste, si je peux dire. Pour ne pas parler, pour ne pas utiliser d'autres mots, où il y a de l'arbitraire, de la confiscation, où on ne respecte pas l'intérêt général en fait. Et donc, le piège, la question, en écoutant Kokouli, je me suis demandé si le titre n'était pas, mais ça c'est toi qui me le diras ou pas, est-ce que le titre ne traite pas du conflit entre l'idéal et j'allais dire, le contraire, quoi, la corruption, enfin je veux dire, dans une société. Est-ce qu'il n'y a, ce n'est pas un conflit entre, en allemand, le bien et le mal, en fait. N'est-ce pas cela que on qualifie de l'autre bord, et en général c'est le mal qui qualifie le bien de l'autre bord, parce que je peux comprendre. Enfin, je ne sais pas si j'ai été clair dans la question. Donc le micro se balade. Oui, bon, après la présentation, on a un certain point de vue déjà par rapport à l'ouvrage. Quelle est la place que tu donnes à la politique dans ton écriture? Si on pensait, et il y a la troisième question qui arrive. Oui, ma question c'est simplement pourquoi ce livre a été édité il y a 3 ans et pourquoi est-ce qu'il y a eu des essais de mise en scène, parce que ça a été déjà apparemment non, mais pourquoi ça n'a pas été joué, mise en scène? Il y a d'autres questions. Moi, j'aimerais savoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Amouzou. Voilà, merci. J'y vais? Oui. Non, j'aimerais savoir pourquoi l'auteur a utilisé la dramaturgie pour exprimer, je vais dire colère, sinon son sentiment. Ma deuxième question, c'est de savoir quelle est cette maison où tout le monde quitte, la maman, le fils, la fille, le père, pour la protéger. Mais quelle est cette maison? La troisième question, c'est, il parlait de conflit générationnel. En tout cas, dans ce que le modérateur a dit. Est-ce un drame qui est un conflit générationnel? Parce que le père, bien le fils n'est pas forcément obligé d'épouser la position du père, donc ce n'est pas un drame en tant que personnellement. Et la toute dernière question, c'est nous sommes tous amenés à l'autre bord, puisque le fils deviendra le père, la fille deviendra la mère. Donc,
chacun amené à aller à l'autre bord. C'est vrai que c'est après que j'ai compris qu'il y avait une connotation politique, mais bon, chacun amené à faire l'autre bord. Donc, d'une façon existentielle, nous sommes amenés à aller de l'autre bord. Bon, c'est une opinion. Merci. Est-ce qu'il y a une cinquième intervention? Bien, je pense que la présentation et puis tes réponses me font penser à Wole Soyinka avec son roman intitulé Une saison d'anomie. Et l'anomie, c'est l'absence de règles, de morale, où toutes les valeurs se dissolvent dans la barbarie, la corruption, etc. Donc, on entend le père qui donne son épouse à violer. Le père qui couche avec sa fille. Ouais. C'est bien ça. Oui. Et tout le monde se quitte, etc. La dissolution même de la famille. Donc, par rapport à ça, je crois que cette pièce, j'ai lu il y a longtemps, c'est lui qui me rappelle des trucs là. Il y a une dimension tragique dans cette pièce-là. Hein. Et pourquoi as-tu choisi justement de ce côté tragique? Parce que c'est une option esthétique aussi. Bien. Donc, monsieur Contibé, on peut y aller. Essayez. On peut essayer. La première question qui dit le titre ne traite pas du conflit entre, mais le titre ne traite-t-il pas du conflit entre le bien et le mal, si je résume un peu ce que Théo fait. Oui, quand on est dans la bipolarisation, comme le dit le professeur, c'est tout de suite on pense au bien, au mal, la nuit, le jour. Oui, mais moi je me retrouve ici dans un système de désordre. C'est deux désordres en fait. Un désordre moins violent et de l'autre côté un désordre violent quand même. Puisqu'il y a la répression, donc, et de l'autre côté aussi, c'est un désordre parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit, c'est une famille qui se disloque par la faute de quelqu'un de la famille. Moi, je le vois de deux bords sur lesquels il n'y a rien de stable. Hein. Parce que si c'était stable, de l'autre côté, on ne ferait pas de répression. Et ici aussi, s'il y avait stabilité, je pense que la famille, même dans ce tourbillon, aurait pu quand même se maintenir. Donc moi, il me semble que ce n'est pas le bien et le mal qui s'affrontent, sauf si l'on considère que ceux qui disent liberté, nous avons faim, sont du côté du bien, qui n'en sait rien. Donc c'est comme ça que je vois la chose, hein, sans être très sûr de ce que je vois. Moi, je suis de nature... les gens n'aiment pas. Je suis un peu pessimiste. Bon, je vais dire un peu. Hein. Moi, je ne vois pas je ne vois pas d'issue à faire un beau soleil qui se lèvera le matin. Je me dis que le monde est foutu, donc voilà, il faut continuer de vivre comme ça. Oui, les familles, même dans les familles, si je peux sauter sur la question, quelle est cette famille? Il n'y a que cette famille-là en fait. Et que les autres qui sont encore stables, c'est une chance. Moi par exemple, j'ai la chance d'être dans une famille stable, hein, où il y a encore de la stabilité. Mais j'ai de déstabilisation. J'ai peur quand même. Tout le monde. Ce qui fait que je me dis que ce monde-là, dans lequel la
pièce, ou que cette pièce essaie de refléter, c'est un monde comme ça. Le bien, c'est où, le mal, quand on regarde, où se trouve le mal, de quel côté, je pense que tout est... Voilà. Donc, c'est dans ça que moi je vois la pièce, les personnages. Il n'y a aucun personnage bien propre là-bas qui sont tous quelque part coupables de quelque chose. Voilà. Et ça aussi, c'est des réalités. Hein. Je pense. Je ne pense pas qu'il y ait des gens bien propres, sains, dans les familles non plus. Non. Et dans la société, c'est pareil. Si on va aller plus loin, souvent, on voit ceux qui disent la liberté, paix et tout ça. On les retrouve 10 ans après, c'est du vrai salaud. Est-ce qu'ils étaient ça ou ils ont changé? C'est la question. C'est ça le problème. Donc, c'est comme ça que. C'est ça peut-être que je. Non, c'est quand même deux bords. On ne dit pas le même. Nous ne jouons pas le même rôle, même si on est tous des salauds. On ne joue pas le même. Il y a des rôles plus lourds, plus salauds encore que d'autres. Plus violents encore que d'autres. Donc, ce qui fait que beaucoup pensent que je suis un optimiste parce qu'ils voient ma vie et tout ça. Moi, je ne suis pas du tout optimiste. Il l'a fait. Voilà. Merci beaucoup. Donc la deuxième question est celle de M. Abdelrahman. Quelle est la place que tu donnes à la politique dans ton écriture? Oui. À une rencontre, ou à deux déjà, je pense, ou même à chaque fois que c'est la question du professeur, c'est la première fois que je suis content d'entendre ça. Sinon, les gens ont toujours dit que cette pièce, c'est de la politique. Alors que moi j'ai vu juste un petit moment où on voit la politique. Il n'y a pas que la répression, il y a ce qui se passe aussi dans les familles, il y a ce qui se passe dans la tête des gens. Donc la politique occupe pas, à mon avis, une grosse place dans cette pièce. Mais le drame est là. Voilà. On est tous dans les mêmes réalités, mais ça ne se passe pas comme ça dans toutes les maisons. Donc il y a autre chose pour moi qui est beaucoup plus pesant que la politique dans ce livre. Donc je n'ai pas honnêtement mis beaucoup de place à la politique dans la pièce. J'ai voulu plutôt aller voir à l'intérieur, c'est vrai, dans un pays il y a des tours, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe dans la maison. Souvent on n'y pense même pas. Alors que tous ceux qui sont dans la rue, c'est des gens qui viennent des maisons, des familles. Moi, c'est ça qui m'a paru quand même intéressant pour moi. Voilà pourquoi je ne peux pas dire que j'ai dit beaucoup de choses qui ont la couleur de la politique dans cette pièce. Donc peu de politique quand même. Mais quand même influence politique. Pardon? Mais quand même il y a l'influence politique. Ça, c'est inévitable. Tant qu'on vit dans une cité, dans un pays où il y a des institutions, nous sommes tous des marionnettes de cette politique, c'est clair. Mais nous ne jouons pas, je le dis, je ne pense pas que nous ne jouons pas le même rôle. À une rencontre, quand il y a des journalistes qui m'appelaient, c'est politique, tu ne veux pas accepter. Je leur ai dit simplement que, en fait, c'est pas. S'il y a politique, vous, c'est certainement que vous êtes plus politique que moi. Journaliste, je suis suivi. Parce qu'il ne parle que de ça tous les jours. Il ne parle que de ça. Voilà. Moi, je ne fais pas que ça, même si certaines fois j'en parle aussi. Donc l'influence politique, ça c'est inévitable. On ne peut pas faire semblant, hein. Ça c'est normal, je pense. La troisième question de Mme Marquise. Pardon, c'est Mme Kokouli. Madame Kokouli, pardon, excusez-moi. Madame Kokouli.
pourquoi ce livre a été édité depuis 3 ans et elle n'est jamais. Retrouver. Et maintenant, les opposants, les antagonistes ou bien les obstacles à la quête du père, nous avons la fille qui veut aller à cette marche qu'elle a organisée elle-même. Donc elle s'oppose à son père, elle fait tout pour y aller, donc avec de l'alcool, ils boivent ensemble, le père s'endort, elle profite pour partir. Donc il y a le fils aussi, qui est l'enfant de nouvelle sortie, qui viendra l'attaquer durant cette marche-là. Il y a l'émeute, c'est-à-dire l'atmosphère de l'émeute, où on n'est pas à l'abri, il y a beaucoup de chamboulements, tu peux recevoir un coup ou autre chose. Il y a la voix du fils aussi, donc qui constitue les obstacles qui empêchent le père de réussir, d'atteindre son objectif. Maintenant, au niveau des adjuvants, c'est-à-dire ceux qui aident le père à réussir, à retrouver sa fille et à la mettre à l'abri, il n'y a pratiquement qu'un seul dans la pièce, c'est le psyché qui est l'inconscient du père. L'auteur l'a mis comme un personnage, donc c'est lui qui guide le père, qui lui dit va par ici, fais ceci, ce que le père ne peut pas faire parce qu'étant humain, c'est lui qui s'en charge et qui fait que le père est vraiment optimal. Et donc le destinateur, celui qui émet, qui est la personne qui va trouver cette fille, c'est le père, celui qui profite aussi du fait que quand on trouvera la fille, celui qui va profiter de cela, c'est toujours le père, puisque c'est sa fille qu'il veut ramener à la maison, comme au départ, en sécurité. Maintenant, le moyen pour le père, c'est de sortir pour arriver à retrouver sa fille. S'il est à la maison, la fille est dehors, il ne pourra pas atteindre son objectif. Maintenant, la question dramatique qui est, est-ce que le père réussit à mettre à l'abri du danger sa fille? C'est non, dans la mesure où il la retrouve, mais il est tué par son fils durant cette marche-là. Et la fille est toujours dans cette rue, en pleine émeute. Voilà un peu ce qui est de la dramaturgie de l'autre bord. J'espère que j'ai encore un peu de temps. Oui, j'ai encore 10 minutes. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Bon, je vais donc passer à... je vais laisser de côté donc quelques aspects et parler de 2 points essentiels. Donc l'autre bord, vous m'accordez encore 5 minutes pour boucler. L'autre bord, un texte littéraire ou prétexte à spectacle. Donc c'est le point. Et après je vais conclure rapidement pour qu'on passe aux questions. Voilà. Donc l'autre bord, un texte théâtral, un texte littéraire ou prétexte à spectacle. Donc je me suis posé la question moi-même, à moi-même, est-ce que ce texte-là est-il littéraire ou bien c'est juste un brouillon, un griffe qu'un metteur en scène pourra utiliser comme un écran pour faire un spectacle. L'autre bord de Jean Cantier n'est pas une sorte de livret pour spectacle théâtral, mais un texte littéraire qui peut être lu à satiété.
Le texte théâtral ici commis n'est pas juste un prétexte à spectacle. La difficulté à lire et comprendre les textes de théâtre existe bel et bien pour les locuteurs qui ne connaissent pas les codes connus du genre théâtral. Cela requiert un peu de discipline et de volonté. On ne lit pas une pièce de théâtre comme on lit un roman, un conte, une nouvelle. L'autre bord de Jean Cantibé est le siège d'une grande créativité. L'œuvre ici porte la marque des préoccupations esthétiques. Au vu de tout ce qui précède les qualités littéraires, donc quand je dis tout ce qui précède, je parle de la dramaturgie. Et il y a aussi, par exemple, le rythme de la pièce. Bon, je n'ai pas pu aller en détail là-dessus. Il y a le rythme, il y a le ton, il y a le style de la pièce. Et par rapport au ton, on voit qu'il y a le tragique, il y a le dramatique, il y a aussi le pathétique dedans. Donc, l'art de l'auteur, au travers de sa pièce, l'autre bord, exprime un idéal de beauté. La composition qui constitue les personnages de la pièce, donc on passe de l'intrigue, le coup de théâtre, ou bien les péripéties, les nœuds, les dénouements, donne à lire une production littéraire prenante. Le lecteur ou le spectateur peut se plonger dans une lecture ou assister à une représentation à même de lui faire ressentir des émotions. Cela permet aux lecteurs, aux auditeurs ou spectateurs de découvrir par leur propre regard et au travers de leurs émotions ce que une personne a dans son cœur, ce qui le ravage jusqu'à son âme. Jean Cantibé produit ici une réflexion sur la vie, exprime d'une façon graphique les réalités d'un peuple donné par le moyen oral, donc le spectacle ou la présentation de la pièce quand ce sera joué, et écrit, un texte littéraire. L'autre bord aspire à juste titre à prétendre à une valeur esthétique, à briser la lourde et indéfectible chaîne qui fait de ces personnages reflets des humains, leur propre bourreau, mais aussi cherche à faire plaisir aux lecteurs. Ceci pour un épanouissement collectif. On n'est pas heureux tout seul. Chaque personnage dans l'autre bord, on sait quelque chose. Et quand je veux parler des personnages, le père qui meurt à la fin, la fille qui se retrouve comme ça avec le corps de son père dans les bras, le fils qui vient à tuer son père, Oedipe, et le fils qui est aussi mort parce qu'il reçoit une balle, lui également. Donc c'est une famille tout à fait détruite. Les lecteurs ont donc une aubaine pour accéder à un niveau plus profond de pensée, une marche sensible leur ouvrant les portes d'une compréhension de choses entendues, vues, vécues au quotidien. Pour conclure cette partie, et comme l'a si bien dit l'écrivain Théo Analiso, écrire, c'est dompter provisoirement la matière, la fixer au même endroit pendant des heures, des jours, des mois, des années. C'est très physique. Jean Cantibé, avec l'autre bord, trempe sa plume dans la même veine que cette pensée de Théo Analiso. Donc je vais conclure rapidement. Ça fait combien? Oui, ok, c'est la conclusion en tout cas. Permettez-moi que je la présente parce que j'ai mis la scène de tout mon travail ici, donc ce serait intéressant. L'autre bord est le déroulé de la trame d'une terre, d'un pays creusé dans le terreau d'une famille, celle de le père, siège de toutes les trahisons, meurtres, parricides, viols, incestes, à l'image d'un pays, d'une terre où la figure du père se devait d'apprendre à leurs filles et fils les bases de la liberté, les racines de l'indépendance. Cette figure choisit de s'illustrer dans celle d'être indicateur et espion, qui va jusqu'à archiver tout geste de leurs filles et fils. Ici, l'autre bord, titre de la pièce, est au propre et au figuré. Le père livre sa femme pour sauver sa peau, espionne jusqu'à ses enfants. Il franchit aussi la frontière de l'intime en couchant avec sa fille.
Le fils tue son père, celui qui rejoint l'autre bord comme ce dernier. Le père comme le fils, la mère comme la fille sont des éternels abonnés au schéma classique du misérable assassin, d'une capacité à retourner sa veste autant que possible. Nous sommes face à l'éternel schéma des pays dissous-développés dans ce bas monde où certains peuples demeurent Sisyphe sur son rocher, inaptes à se construire un monde vivable de ses mains. Les personnages de l'autre bord sont leurs propres bourreaux. Ils portent une lourde et indéfectible chaîne, celle de l'autodestruction. C'est une histoire d'enfants battus, de grands enfants. Dans cette pièce, l'auteur Jean Cantchébé donne aux siens ce schéma en holocauste, un schéma sacrificiel, un rite d'anéantissement des limites toujours vivaces pour permettre et amorcer le franchissement sans équivoque d'une stagnation devenue un apogée, que dis-je, un déclin continuel des peuples, des hommes et des femmes qui échouent à organiser ensemble leur vivre ensemble. Chacun est victime des mêmes artifices. Donc, l'autre bord de Jean Cantchébé est tout sauf un long fleuve tranquille. 2 morts, 2 vies brisées sont les reliquats d'une guerre fratricide qui poursuit son chemin de maison en maison. Donc, merci beaucoup. Je vais commencer par une première série de questions, parce que ce serait intéressant d'écouter l'auteur. La première question, l'écriture serait-elle un exutoire pour vous? Si oui, qu'est-ce qui vous a été insupportable au point de vouloir commettre ce texte? Ouvrez-nous votre atelier intérieur durant l'écriture de cette pièce. Donc c'est la première série de questions. Je peux répondre. Merci, je dirais que tu peux m'attraper. D'abord, merci pour la présentation. Une lecture à la loupe. Il y a des choses que moi je ne vois pas. Et je vais voir ça maintenant, peut-être grâce à toi. J'ai entendu beaucoup de choses que je ne vois pas, mais qui sont quand même juste à justifier tout ce que tu as dit. C'est bien. Je te tutoie, parce que je suis quand même plus vieux que toi. Bah oui, c'est toi, Denis. Donc, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'entendre cette lecture, cette présentation de la pièce. C'est la première fois qu'elle est présentée comme ça, à part la dédicace qui a été faite il y a 3 ans à Puna. Il n'y a pas eu une présentation comme ça. Et donc, c'est un vrai plaisir et merci beaucoup. C'est un plaisir aussi pour moi de voir mon ami de longtemps en France, Théo, qui m'a surpris. Je ne savais pas que tu es là. Tu es revenu. Merci beaucoup, Théo, de cette surprise quand même. C'est un beau plaisir de voir le professeur Edouard qui est là avec nous. De voir mon ami Magnon, qui ne me lâche pas, on est toujours ensemble dans beaucoup de choses. La dernière fois, on était là. Une rencontre littéraire comme celle-ci, autrement, mais comme celle-ci. Donc, merci à mes amis de Coupe Lumière qui sont venus. C'est vraiment un beau plaisir. M. Ongo et le jeune Tilika. Vraiment, je suis content de vous voir. Et tous les autres que je n'ai pas nommés, pour ne pas citer, je vous vois tout le monde. Merci d'être là. Anas, voilà, le directeur de la Maison des Jeunes, qui est là. Donc, alors, pour la question, qu'est-ce qui m'a autant fait mal que j'écris cette pièce? Il y a beaucoup de choses, il n'y a rien de particulier. Je pense que c'est beaucoup de choses sur un temps qui finalement ont généré tout ça. Et je ne peux pas dire voilà ceci, c'est ceci qui. Je pense que c'est comme
des choses qui se sont ajoutées à d'autres choses. Et puis, alors, et pour peut-être éclaircir un peu, il y a eu des bouleversements, des émeutes, des revendications ici dans le pays, mais il y en a eu ailleurs, on a entendu, on a appris des choses. Donc c'est des événements comme ça qui nous envahissent, pas que ceux de chez nous. On apprend des choses, des jeunes qui bougent, au Cameroun il y en a eu, au Burkina, en Guinée, mais il y en a eu même en France en 2005 où des jeunes sont sortis. Et puis bon, c'était terminé très mal. Voilà des choses qui ont finalement peut-être conduit à ce que j'ai peut-être une envie, que j'écrive quelque chose, une histoire qui est dans ce sens. Donc il n'y a pas, je ne sais pas. Ça ressemble beaucoup à des choses que vous pouvez savoir, vous pouvez connaître, mais je ne sais pas ça particulièrement. Parce que ce qui se passe particulièrement ici, qui s'est passé,